Alors je vais très rapidement présenter Olivier. Il est extrêmement rare dans le fonctionnement de la Commission européenne d'avoir des responsables au plus haut niveau qui ont combiné ce qu'a fait Olivier Guersan. Il a été l'adjoint de Michel Barnier pour le marché unique. Il a été directeur général de FISMA, c'est-à-dire la stabilité financière. Et maintenant, on lui a offert, vu ses performances, le travail particulièrement reposant de directeur général de la concurrence. Et donc, voulais dire que nous sommes extrêmement heureux, Olivier, que vous nous fassiez l'honneur d'être ici. Et je voudrais profiter d'une occasion pour simplement ajouter un élément. Beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion et le privilège de travailler à haut niveau avec la Commission. Et je ne parle pas seulement des commissaires, je parle des directeurs et des directeurs généraux. Je vous avoue que sur base de mon expérience, je suis profondément choqué de cette image des eurocrates qui ne connaissent rien à rien et qui sont complètement inutiles et qui bloquent tout le monde, quand on connaît la manière dont ceux qui sont responsables assument leurs responsabilités. Et c'est une occasion que Olivier me fournit de, comme on dit en anglais, put the record straight. Nous avons beaucoup de chance d'avoir de grands dirigeants et de hauts fonctionnaires à l'intérieur de la Commission. Je m'arrête là et je vous laisse y aller. Merci. Merci. Votre sujet d'aujourd'hui tourne autour de l'État actionnaire, des champions. Le traitement de l'État actionnaire par la politique de concurrence, c'est un sujet très riche. Et c'est un sujet qui a considérablement évolué depuis la création de l'Union européenne, il y a maintenant plus de 70 ans. Il a subi de très nombreuses évolutions, alors même que partout en Europe, le rôle de l'État actionnaire, comme d'ailleurs celui corrélativement de l'État régulateur, se modifiait. Et le tournant, la transformation profonde, se produit dans les années 90, avec les vagues successives de libéralisation des grandes utilités publiques, d'abord le transport aérien, puis les communications, le ferroviaire, le gaz, l'électricité, les services postaux. Et bien sûr, dès lors que ces grandes utilités, qui étaient le plus souvent des entreprises publiques, étaient libéralisées, la question de l'actionnariat public se posait de manière différente. En fait, en interrogeant la trilogie entreprise publique, service public, monopole public, et entraînant l'émergence de régulateurs dits indépendants. Mais à la vérité, la seule mention qu'on trouve de cette question d'entreprise publique dans les traités ne figure pas au chapitre de concurrence. Elle figure sous la forme d'une affirmation générale extrêmement importante de la neutralité du traité et d'ailleurs de toutes les règles qu'il contient en ce qui concerne le régime de propriété, publique ou privée, des entreprises. Alors, ça ne veut pas dire non plus, parce que sinon ce speech s'arrêterait là, que la politique de concurrence est complètement étrangère au débat. Parce que dans ce nouveau contexte, de nombreuses questions extrêmement difficiles se posent à la politique de concurrence depuis une trentaine d'années, depuis le début des années 90. Comment concilier l'État régulateur, l'État producteur de normes, l'État qui attribue le cas échéant des privilèges, voire des monopoles, l'État qui confère des missions de service public, mais aussi l'État qui supervise les activités régulières et qui arbitre les désaccords entre les concurrents. Comment concilier tout ça avec l'État opérateur, l'État en concurrence dans un marché libéraliste? Comment garantir l'équité, comment garantir l'égalité des armes que postule le jeu concurrentiel dans ce contexte, et puis comment vérifier que l'État actionnaire, avec toute sa puissance financière, l'État qui dispose de l'argent du contribuable, se comporte bien comme le ferait un investisseur avisé en économie de marché, selon l'expression qui a été consacrée par la jurisprudence en matière de contrôle des aides d'État. C'est important de garder bien en tête dans ce débat où sont les responsabilités. La politique de concurrence
n'est pas une politique différente des autres. Elle n'est pas une politique au-dessus des autres politiques de l'Union, ni à côté. Elle n'opère pas dans le vide. La politique de concurrence, elle a une mission qui est de faire fonctionner de manière optimale les marchés dans le cadre des régulations décidées par les législateurs européens, c'est-à-dire les États membres et le Parlement. Et pour revenir sur mon exemple, ce n'est pas la politique de concurrence qui a décidé de libéraliser les marchés des grandes utilités publiques. Ce sont les États membres et le Parlement européen. Moi, je suis toujours étonné quand j'entends les remises en cause répétées, par exemple, de la libéralisation des marchés de l'électricité, avec ce qu'on entend souvent en France. Bruxelles nous a imposé la libéralisation du marché de l'électricité. Mais vous savez, le troisième paquet de libéralisation, celui qui structure le marché actuel, eh bien, il porte 2 signatures du côté français. Lionel Jospin, Premier ministre, Jacques Chirac, Président de la République. Personne ne les y a forcés. Et si la France y était opposée, ces législations, soit n'auraient pas été adoptées, soit auraient été adoptées de manière différente. Donc, ce sont les États membres, ce sont les gens démocratiquement élus dans notre État de droit qui font les règles. Ce n'est pas la politique de concurrence. Par contre, la politique de concurrence, une fois qu'on a ces règles, elle fait peser une obligation, c'est de s'y conformer. Je reviens dans un instant. Parce que notre travail à nous, c'est de vérifier que le jeu concurrentiel fonctionne équitablement et délivre ce qu'on attend que le jeu concurrentiel délivre en économie de marché, de l'innovation, des gains d'efficacité, de la baisse des coûts, de la baisse des prix, tout ça au bénéfice de notre compétitivité et au bénéfice des citoyens qui sont aussi les consommateurs. Donc la politique de concurrence, elle ne crée pas les règles du jeu, elle anime le jeu dont les règles sont créées, et c'est légitime, ailleurs par des gens qui sont élus démocratiquement. Et elle veille à ce que ces règles soient appliquées équitablement. Alors laissez-moi vous donner un exemple concret. Et alors je sais que mon ami Martin Vial va intervenir aujourd'hui. Si dans la salle, il va comprendre de quoi je veux parler. Il n'y a aucune règle européenne, aucune règle de concurrence, ni d'une autre nature, qui force l'État français à décider de générer sa ressource hydroélectrique sous forme de concession. L'État a choisi de le faire. Et il aurait parfaitement pu décider, peu le fait, d'exploiter cette ressource hydroélectrique sous forme de régie, par exemple. De le faire lui-même. C'est l'actionnaire à son paroxysme. Mais dès lors que le choix est fait de la concession, alors il n'est naturellement pas acceptable que les concessionnaires privés soient traités différemment des concessionnaires publics. Que les uns soient sujets à une remise en concurrence périodique et pas les autres, par exemple. Et la politique de concurrence, ce qu'elle fait, in fine, c'est qu'elle fait peser sur les États membres un impératif de cohérence et un impératif dont, dans le cadre de leur souveraineté à l'intérieur de leurs frontières, ils avaient parfois pris la mauvaise habitude de s'abstraire. Et c'est pour ça que dans la construction originale qu'est l'Union européenne, la politique de concurrence européenne s'adresse aux entreprises, mais aussi aux États. Et c'est la seule au monde. C'est parce que nous ne sommes ni un État confédéral, ni une zone de libre-échange, nous sommes un marché unique. Et à l'intérieur de ce marché unique, il est important que ni les entreprises, ni les États membres ne puissent distordre le jeu de la concurrence à leur profit et au détriment des autres. Et ça, c'est très important, ces deux dimensions publiques et privées de la politique de concurrence européenne, parce que ça fait de la politique de concurrence européenne, bien sûr, un outil pour favoriser l'innovation, la compétitivité et le bien-être du consommateur, mais aussi un outil de construction de notre marché unique. Et notre marché unique, on l'a bien vu avec le Brexit, c'est notre plus grand bien, et c'est une source de compétitivité et d'activité économique sans pareil. Alors, la pandémie a considérablement renouvelé le débat autour du rôle de la puissance publique dans l'économie, peut-être plus même que sur la question spécifique de l'État actionnaire.
J'espère que vous m'entendez bien parce que moi j'ai des retours très bizarres. Donc si c'est bien, c'est parfait. On vous entend encore. L'économie européenne, elle a réussi à s'adapter aux besoins de la crise en aménageant rapidement les stratégies commerciales et les chaînes de production. Et ça n'aurait pas été possible sans la flexibilité et l'innovation que permettent les règles de concurrence. La Commission européenne a notamment adopté, dans les 2 premières semaines qui ont suivi le premier lockdown, donc le premier confinement, en mars 2020, 2 mesures phares. Elle a créé un encadrement temporaire des règles antitrust et un encadrement temporaire des aides d'État. Je vais m'attarder un peu sur celui des aides d'État et je vais vous dire simplement un mot, parce que ça a peu à voir avec l'État actionnaire de celui sur les règles antitrust, mais c'est intéressant. Vous savez que l'antitrust, essentiellement le droit des ententes, ça empêche les entreprises de conclure des accords qui ont des effets anticoncurrentiels. Et dans ces accords anticoncurrentiels, très classiquement, il y a des accords de répartition de marché, par exemple. Toi, tu fourniras X et moi, je fournirai Y. Et comme ça, on ne fait pas concurrence. Eh bien, ce que nous avons fait à destination des entreprises pharmaceutiques qui produisent ces médicaments très spécifiques pour les salles de soins intensifs, comme par exemple le Curare. Vous devez savoir, et si vous ne savez pas, je vous le dis, qu'à la fin mars, début avril 2020, on est passé à ça, de ne plus avoir assez de ces médicaments qui permettent d'intuber les gens. Pour nos hôpitaux en Europe. Et ça, évidemment, ça aurait été une catastrophe. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons autorisé les entreprises à faire ce qui est normalement interdit, c'est-à-dire à spécialiser leur production et à se répartir les clients. Pourquoi ? Parce que ces entreprises, elles produisaient plusieurs médicaments. Et vous devez savoir que pour ces médicaments, évidemment, quand on change de production sur une chaîne, il faut 12 heures pour nettoyer la chaîne, s'assurer qu'il ne reste plus une trace du médicament d'avant quand on commence à produire le médicament suivant. Et ça, évidemment, c'est une source de déséconomie particulièrement importante. Et en leur permettant de se spécialiser par leur production, nous leur avons également permis de gagner 20% de production. Et puis ensuite, on les a aussi spécialisés par zone géographique pour servir les hôpitaux. Et l'Union européenne elle-même, qui faisait la chambre de compensation afin d'éviter que les entreprises ne s'échangent des informations sensibles qui auraient eu des conséquences de long terme sur la concurrence qu'elle se faisait une fois la crise passée. Voilà un exemple d'adaptation qu'on peut faire. On n'en a pas eu besoin finalement. On ne l'a pas fait parce que les courbes ont commencé à s'infléchir juste à temps. Et on est passé à un cheveu. Et puis on a adopté un encadrement temporaire sur les aides d'État. Et là, je vais y passer un peu plus longtemps parce qu'on est plus proche de notre sujet. Ce que nous avons fait ici, c'est de permettre aux États membres d'apporter le soutien qui était nécessaire et proportionné aux entreprises. En fait, on a fait 2 choses. On a fait un peu le contraire de ce qu'on a fait au début de la crise financière, où d'ailleurs, avec Michel Barnier, nous nous étions opposés à l'époque aux mesures qui étaient prises, puisqu'on pensait qu'elles étaient procycliques et qu'elles avaient un effet de restriction sur l'activité qui n'était pas souhaitable. Eh bien, on a tiré les leçons et cette fois-ci, on a finalement fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on a été contracyclique. On a autorisé les États membres à sortir des cadres de Maastricht et sur ce plan macroéconomique et sur le plan microéconomique, nous leur avons créé un cadre qui leur permet de subventionner dans des conditions que nous n'autoriserions jamais en temps normal leurs entreprises aux moyens d'aider. Et ça a permis, comme vous l'avez vu, de maintenir les entreprises à flot au long de la crise. Et c'est ça qui explique le rebond de croissance formidable que nous avons aujourd'hui. Si on n'avait pas fait ça, elles seraient mortes dans les premiers mois de la crise, ces entreprises. Et une fois le gros de la crise sanitaire passé, eh ben, il n'y avait plus personne pour relancer l'économie. Il aurait fallu que de nouvelles entreprises se créent, etc., etc. Et on ne serait pas du tout là où on est aujourd'hui. On a amendé cet encadrement temporaire 6 fois depuis mars 2020 pour l'adapter à l'évolution de la pandémie et à l'évolution de l'état de l'économie. Je voudrais m'attarder brièvement sur 2 de ces amendements. Le deuxième, adopté en mai 2020, et puis le 4e en octobre 2020, avant finalement d'aborder le 6e qui a été adopté hier en même temps que la communication dont je vous parlais. Le deuxième amendement, d'abord, il est proche de notre sujet parce qu'il a introduit la possibilité pour les États membres de prendre des mesures de recapitalisation en dernier ressort quand aucune autre possibilité n'est disponible. C'est par exemple ce qu'a fait la France avec Air France. Ou ce qu'a fait, c'était quand même une opération à plusieurs milliards, ou ce qu'a fait l'Allemagne avec Lufthansa. C'était une opération à 9 milliards.
Ce qui est intéressant avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a donné 9 milliards à Lufthansa pour passer la crise, et la semaine dernière, Lufthansa les a remboursés, avec intérêt. Ça n'a pas coûté 1 euro au contribuable allemand, ça lui a même rapporté un peu d'argent. Il a sauvé cette compagnie aérienne nationale qui, du coup, est en état maintenant de nourrir la reprise de l'économie allemande et de l'économie européenne. Le quatrième amendement, quant à lui, a mis l'accent sur les conditions de sortie de l'État des sociétés dont il était un actionnaire préexistant avant ces recapitalisations. Et l'idée, là, c'était de permettre à l'État de sortir du capital de l'entreprise au moyen d'une évaluation indépendante, tout en permettant de continuer de considérer ces entreprises comme des entreprises privées. Donc, et en maintenant des garde-fous pour préserver la concurrence au sein du marché unique. Et puis hier, on a adopté un 6e amendement qui avait permis de prolonger toutes ces mesures jusqu'au 30 juin 2022, tout en définissant la voie à suivre pour supprimer progressivement les mesures de soutien à la crise. Au total, depuis mars 2020, sous l'empire de ce cadre temporaire, la Commission a adopté plus de 170 décisions pour un total de 3 milliards d'euros. Pardon, 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. Excusez-moi, 3 milliards d'euros, ça rigole, c'est quand même. Alors, 3 000 milliards d'euros, c'est les autorisations de programme, comme on dirait en matière de gestion publique. Ça ne veut pas dire qu'on a dépensé 1 000 milliards d'euros. On a autorisé la dépense de 3 000 milliards d'euros et on a dépensé à peu près 1 000 milliards, globalement. Et vous devez savoir que 85% de ces dépenses, c'est 3 pays, l'Allemagne, la France et l'Italie. On a une petite idiosyncrasie sur la dépense publique en France, il faut dire. Enfin bon. La pandémie, elle a révélé ça, elle a révélé notre capacité d'adaptation, elle a révélé accessoirement que la politique de concurrence, ce n'est pas uniquement une pêcheuse d'océan en rond, ça peut aussi servir à faire des choses utiles, mais elle a également révélé que l'Europe était, dans toute une série de cas, excessivement dépendante pour son approvisionnement en produits stratégiques, de chaînes d'approvisionnement globales qui étaient insuffisamment résilientes. Alors, les concepts de résilience, d'autonomie stratégique donnent lieu à un vaste débat en Europe, enfin surtout dans certaines parties de l'Europe, c'est-à-dire en France et en Allemagne, sur la nécessité de subventionner sur fonds publics des vastes relocalisations dans des domaines essentiels. Alors, ce concept de produit stratégique ou d'activité stratégique, c'est à peu près clair quand on parle de vaccins, de microprocesseurs. Hein. Mais ça peut être beaucoup plus gazeux, notamment dans notre pays, où un ancien Premier ministre, si vous vous en souvenez, avait utilisé ce même concept de secteur stratégique pour justifier l'intervention de l'État, vous vous en souvenez peut-être, dans le secteur du yaourt. Et là, je pense qu'on aurait peut-être une petite difficulté. Alors, lorsqu'on envisage distribuer à fonds perdus plusieurs milliards d'euros, par exemple à une entreprise américaine, vous avez entendu parler de la croisade que Intel pour établir une gigafabrique de microprocesseurs en Europe, avec plusieurs milliards d'euros de subventions. Vous voyez bien que le potentiel de fragmentation du marché intérieur, de perturber le jeu de la concurrence au détriment des quelques concurrents européens qui existent malgré tout, ce potentiel n'est pas du tout nul, et que tout ça se fait justement sans entrer au capital. Et c'est là que je voudrais vous faire toucher l'ironie de la chose. Le sujet ici, c'est pas tellement l'État actionnaire, c'est l'État pas actionnaire. C'est l'État qui donne plusieurs milliards à une entreprise privée sans rien en retour. Et si ça fonctionne et que cette entreprise fait des méga profits, l'État ne récupérera ni son argent, ni même des dividendes. Précisément parce qu'il n'est pas actionnaire, ni prêteur, c'est un don. Et alors c'est possible évidemment en matière d'aide d'État, mais et c'est une question qui dépasse la politique de concurrence. On peut quand même légitimement s'interroger si dans ce cas-là on n'aurait
pas meilleur temps d'avoir un État actionnaire, justement? C'est d'ailleurs une question qui se pose dans le cadre de ce qu'on appelle le CHIPS Act, qui a été lancé par la présidente von der Leyen, où elle a annoncé, sans savoir ce que ça veut dire en détail, qu'elle souhaitait avoir pour les microprocesseurs un Galiléo du microprocesseur. Or, Galiléo, comme vous le savez, l'actionnaire, c'est la Commission. Alors, d'un côté, le Big is Beautiful est de retour, avec ce concept d'attrape-tout de champion européen. Alors, les champions européens, d'ailleurs, je fais une incise. Un jour, ça peut être GE quand il s'agit de leur refourguer l'activité nucléaire d'Alstom. Il se retrouve, General Electric se retrouve avec un beau label champion européen. Je vous laisse juger quelques années plus tard. Peut-être demain Intel, comme je viens de l'expliquer. Enfin, des entreprises qui ne sont pas précisément européennes, en tout cas. Et donc, d'un côté, on a ce Big is Beautiful, et puis d'un autre côté, on nous demande, à nous, les autorités de concurrence, au nom de ce retour, de mettre de côté toutes nos règles, les règles en matière de financement public, les règles en matière de contrôle de concentration et d'équité concurrentielle, sans même que la puissance publique n'en retire un avantage, comme je viens de l'expliquer. Puisque dans tous ces cas, il n'a jamais été question de participation de l'État, et dans un certain nombre de cas, il a même été question de les vendre, la participation de l'État. Alors, je peux m'arrêter 2 minutes, si vous le souhaitez, parce que ça me paraît intéressant, sur ce cas qui est devenu tout polémique en France, le cas Siemens-Alstom. Parce que j'entends tellement de bêtises sur ce sujet, que je pense qu'il est important de remettre, comme on dit chez Corrèze, l'église au milieu du village. Alors voilà 2 entreprises qui sont 2 des 3 géants mondiaux de matériel ferroviaire. Il y a 3 géants mondiaux, 2 sont européens, c'est Siemens et Alstom, qui nous expliquent qu'il est nécessaire pour elles de fusionner pour être compétitives au plan mondial. Alors, déjà, c'est compliqué puisque, comme je viens de l'expliquer, c'est 2 des 3 géants mondiaux et elles sont aujourd'hui extrêmement compétitives. Et si elles avaient fusionné, elles auraient représenté une puissance ultra dominante sur de très nombreux marchés européens du ferroviaire. Et on peut bien sûr s'interroger sur, d'abord, la motivation première. Est-ce que c'est bien nécessaire que numéro 1 et numéro 2 fusionnent pour être compétitifs? Et puis surtout, parce que ça, après tout, c'est pas mon problème en tant qu'autorité de concurrence, c'est le leur en tant qu'opérateur. Est-il bien nécessaire qu'ils exploitent des rentes de monopole en Europe, leur permettant d'extraire des super profits au détriment de qui? Des États actionnaires, parce que c'est les États qui sont actionnaires des opérateurs ferroviaires, des États membres, les SNCF de ce monde. Et puis, in fine, d'extraire de la rente des contribuables. Enfin, bien sûr, on est prié de les croire quand ils nous disent que les super profits qu'ils extrairont des SNCF et des contribuables alimenteront un surcroît de compétitivité internationale plutôt que les dividendes qu'ils verseront aux fonds de pension internationaux qui constituent leur actionnariat. Donc ça fait beaucoup de signes. Mais tout ça, à la limite, c'est pas mon problème. Moi, mon seul problème, c'est de leur permettre d'acquérir une masse critique, si tant est qu'ils ne l'avaient pas déjà, tout en évitant qu'ils n'aient un pouvoir de marché excessif en Europe, leur permettant d'extraire une rente indue de leur bilan. Et puis accessoirement de pousser hors du marché leurs concurrents. Et pour ça, évidemment, nous leur avons proposé des aménagements. C'est très classique en droit de concentration. On autorise une méga fusion, et puis si sur un endroit, que ce soit en France, en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, ça conduit à une surdomination du marché, on leur dit, dans cette partie-là, vous vendez une partie de vos activités. Et ils nous ont dit non. Grosso modo, ils nous ont expliqué qu'ils avaient besoin de traire les SNCF de ce monde pour être compétitifs au plan mondial. Donc on leur a dit non. Et c'est pas une fatalité parce qu'il se trouve qu'1 an après,
Moi, je vous dis ça, j'étais pas directeur général de la concurrence à l'époque. Comme l'a dit Georges tout à l'heure, j'étais de la régulation financière. Donc, je ne me sens pas impliqué personnellement. Mais il se trouve qu'un an plus tard, j'étais directeur général de la concurrence. On a dû traiter de l'acquisition par Alstom de Bombardier, qui posait pratiquement les mêmes problèmes, parce que c'est le troisième larron au plan mondial. Et là, on l'a autorisé. Pourquoi? Parce qu'Alstom a vendu tout un tas d'activités, de Bombardier ou d'Alstom, dans les marchés et sur les territoires où ils auraient eu un pouvoir excessif. Et ainsi, ils ont pu acquérir la taille globale qu'ils souhaitaient sans avoir de pouvoir marché excessif sur des marchés européens. Donc, c'est compatible, il faut simplement jouer le jeu. Ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi la France et l'Allemagne ont mis tout leur poids derrière cette acquisition de pouvoir de marché, alors même que les États français et allemands auraient été les premières victimes, puisque la SNCF, c'est l'État français, et la Deutsche Bahn, c'est l'État allemand. Mais bon, ça, c'est pas non plus mon problème. Je me contente de poser la question, j'ai pas de réponse. Donc c'est sûr qu'il nous faut des entreprises puissantes en Europe. Je sache que si vous êtes intéressé par cette question de Siemens Alstom, vous pourrez rechercher un éditorial écrit par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à l'époque, qui disait grosso modo: je suis d'accord qu'il nous faut des entreprises puissantes en Europe, je ne suis pas d'accord de donner la possibilité à un champion franco-allemand de traire l'opérateur ferroviaire public néerlandais. Ce qui explique assez bien, ils ont une position différente de celle qui a été prise par les Français, les Allemands à l'époque. Et donc c'est sûr qu'il y a des marchés dans lesquels il faut avoir une masse critique. C'est possible de le combiner avec un pouvoir de marché raisonnable sur les marchés européens. Ça se fait au quotidien. Et aussi, il faut rester attentif au fait que c'est aussi une condition de l'innovation, parce que si vous créez des entreprises super dominantes qui éliminent leurs petits concurrents, par exemple le cas des GAFA, ces petits concurrents, c'est bien souvent eux qui sont innovants. Et si vous en voulez un exemple, prenez les vaccins. En matière d'innovation, big is not beautiful, justement. Citez-moi donc le grand laboratoire pharmaceutique qui a inventé un vaccin contre le Covid en un temps record. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pfizer est allé avec une petite start-up allemande. AstraZeneca avec le laboratoire de l'université d'Oxford. Moderna, c'est une start-up. Il n'y en a pas. Parce que l'innovation, mesdames et messieurs, c'est bien souvent plus le fait des petits que celui des grosses structures. Si vous voulez vous en convaincre, représentez-vous un peu quelle est la capacité d'innovation d'une administration publique. Bon, je passe. C'est moi un fonctionnaire. Et c'est important ça parce que les défis qui s'offrent à nous aujourd'hui, pour augmenter notre résilience, pour décarboner notre économie, pour réussir la transition digitale, eh bien, ils sont inextricablement liés entre eux et ils partagent une même caractéristique. Ils nécessiteront une capacité d'innovation sans précédent parce qu'on doit faire une révolution industrielle en moins de 30 ans. Sinon, la planète risque fort d'être assez inhospitalière pour nous. Il ne s'agit pas de sauver la planète elle ira très bien. Dans 100 000 ans, dans 1 million d'années, elle sera revenue à une autre forme d'équilibre. C'est juste qu'il n'y aura plus d'humains. Pas très grave, mais pour nous, c'est important. Donc, ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Et pour ça, on va avoir besoin d'une capacité d'innovation sans précédent. On va avoir besoin d'avoir des startups innovantes dans tous les domaines. Hein? Et ça ouvre un champ à l'État actionnaire qui n'investit pas toujours, ou à l'État apporteur de capital. C'est la fonction de l'État dans une économie de marché, et ce que les règles de concurrence, notamment les règles en matière de contrôle des aides d'État font, c'est de lui permettre de suppléer le marché là où le marché est défaillant. Lorsque le marché ne permet pas de financer des startups prometteuses, eh bien, non seulement l'État peut, mais l'État doit le faire. Et moi, je voudrais rendre hommage ici, pour une fois,
un autre pays qui est pionnier au moins dans ce domaine-là en Europe, avec une structure qui s'appelle BPI France, qui fait un boulot formidable. Formidable, c'est exactement ce qu'ils font. Ils apportent pas seulement des prêts, du capital, parce que c'est de ça qu'ont besoin ces entreprises, à de jeunes entreprises innovantes qui, autrement, auprès des systèmes traditionnels, ne trouveraient pas à se financer. Et là, l'État actionnaire, ça peut être extrêmement vertueux. Alors, cette capacité d'adaptation, ça postule évidemment également d'adapter notre politique de concurrence. Il ne s'agit pas de prêcher uniquement l'adaptation pour les autres, pour qu'elle aide, elle n'est pas au centre de la réponse à ces défis que sont la transition numérique et la transition environnementale, mais elle peut soit aider, soit être obstructive. Nous, on a choisi qu'elle aide. Et ça, c'est tout l'esprit de la communication dont vous parlez tout à l'heure, je vais y revenir. Et on doit permettre comme ça d'accompagner au mieux l'économie européenne, en particulier durant cette phase de reprise, pour modifier en profondeur les pratiques économiques et les modèles commerciaux, et investir massivement, à long terme, dans ces technologies qui vont nous permettre de réussir la transition numérique et la transition digitale. Et ça, c'est ce qui est au cœur de ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans, et qu'on va encore faire pendant 1 an, qui est de réévaluer, de réexaminer et de refaire toutes, 100%, des règles qui définissent la politique de concurrence. Il y a le droit de la concurrence, ça c'est dans le traité, et puis il y a la politique de concurrence. Et comme tout bon droit, le droit de la concurrence, il permet de mener plein de politiques différentes. Et nous, on a décidé de mener une politique qui reste en ligne avec le mandat de base, qui est de protéger la compétitivité et les consommateurs, tout en essayant d'aider à réussir ces transitions qui sont aussi si importantes pour nous. Et ça, c'est tout l'esprit, donc toute l'idée de cette communication qu'on a publiée hier, qui s'appelle une politique de concurrence adaptée aux nouveaux défis. Et pour une fois, ce n'est pas une communication où on vous annonce tous les trucs merveilleux qu'on va faire. On met en perspective ce qu'on a fait depuis 2 ans et on explique comment ça s'articule avec ce qui reste à faire dans l'année qui vient. Et ça, c'est délibéré. Parce que moi, j'en ai marre des communications de programme où on explique qu'on est super beau. C'est un peu temps de dire voilà ce qu'on a fait et de laisser les gens juger si c'est beau ou si c'est pas beau. Et cette communication, elle souligne évidemment le rôle important qu'a la politique de concurrence, aussi en matière de résilience. Parce que la résilience, ici ou là, ça peut être de faire revenir sur le territoire européen au moyen d'argent public certaines productions stratégiques. Pourquoi pas? Ça, c'est une décision politique qui dépasse la politique de concurrence dans une certaine mesure. Mais personne n'a dans l'idée que l'Europe doit devenir autarcique et satisfaire à ses propres besoins en tout et pour tout. Ça serait pas possible en général, et ça serait particulièrement stupide pour la zone qui est le premier exporteur mondial. On est les premiers exportateurs mondiaux. Donc franchement, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et donc, la plupart de ce problème de résilience, c'est de sécuriser nos chaînes d'approvisionnement internationales, qui resteront internationales. Et pour ça, on a besoin de 2 choses. On a besoin d'un système de droit commercial qui fonctionne. Et de ce point de vue-là, l'arrivée de M. Biden est une très bonne nouvelle avec la relance du fonctionnement du WTO, de l'OMC, pardon, en français. Et puis, on a besoin que dans les grandes juridictions avec lesquelles on commerce, il y ait un droit de la concurrence qui fonctionne, parce qu'il protège nos entreprises. Parce que c'est nous qui sont les challengers là-bas. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas instrumentaliser notre droit de la concurrence en Europe pour protéger nos entreprises domestiques contre les vilains Américains qui viennent nous tailler les croupières, et en même temps espérer que les Américains vont être sympas avec nos entreprises quand elles vont aux États-Unis pour gagner des parts de marché. C'est pas comme ça que ça se passe. Et notre intérêt collectif, c'est que les meilleurs, les plus innovants, ceux qui produisent les productions de meilleure qualité et les mieux adaptées au goût des consommateurs, gagnent la bataille, parce que ça, c'est l'intérêt de tout le monde. Un dernier point avant de conclure sur la question des subventions étrangères. Nous avons également lancé un travail qui est actuellement en débat au Parlement et au Conseil sur les subventions données par des États étrangers, donc non membres de l'Union, à des entreprises
active dans l'Union européenne, dans la mesure où ces subventions perturberaient le jeu de la concurrence en Europe. En réalité, ce qu'on va faire, c'est soumettre les aides d'État données par des pays tiers à un régime similaire à celui auquel on soumet nos propres entreprises et nos propres États membres à l'intérieur de l'Union. Il n'y a aucune raison qu'on contrôle les subventions par les États membres sur leurs entreprises et qu'on ne contrôle pas les subventions des Chinois sur leurs entreprises actives dans notre territoire. Donc ça, c'est l'idée. Ceci dit, ça ne vous aura pas échappé, rien qu'en énonçant les principes, qu'entre l'idée et la réalisation, ça va être compliqué. Parce que je sais faire une enquête en France pour savoir comment on subventionne les entreprises françaises, c'est un tout petit peu plus difficile en Chine. Donc, ça ne va pas être facile. Mais ça n'empêche pas de vouloir le faire. Et ça va nous amener à revisiter cette question de l'entreprise publique. Parce qu'évidemment, ce concept d'entreprise publique en Chine, c'est compliqué. Elles le sont toutes un peu ou beaucoup. C'est pas toujours affiché. Et est-ce que le simple fait d'être une entreprise publique, c'est un problème de subventionnement public? Le simple fait de pouvoir se permettre, parce qu'on est adossé à l'État, de perdre autant d'argent qu'on en veut. Merci infiniment. On peut avoir une interprétation différente quand on traite des entreprises étrangères que quand on traite des nôtres. Donc, il va falloir se remettre au travail et revisiter cette